L'homme symbole de la lutte pour les droits de l'homme en Union soviétique est à Paris et sur Antenne 2. Andrei Sakharov est l'invité de ce journal. 100 000 morts en Arménie selon le bilan provisoire du ministre soviétique de la Santé. De nouveaux secours français envoyés cette nuit. Un Français a marché dans l'espace, manœuvre retardée mais réussie pour Jean-Loup Chrétien et l'équipage soviétique de Mir. Chantal Nobel serait-elle l'otage de son mari? Le rebondissement inattendu du procès de Sacha Distel. Au tableau d'honneur de la semaine, la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont c'est l'anniversaire demain, ou plutôt l'homme qui les illustre. Madame, Monsieur, bonsoir. Demain sera célébré à Paris d'une manière exceptionnelle le 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et tout naturellement, l'actualité s'y prête, ce journal va leur être largement consacré. D'abord, pour vous rendre hommage, Monsieur Sakharov, c'est un honneur pour Antenne 2, pour les téléspectateurs français, que de vous recevoir ainsi à l'issue de votre premier voyage en Occident et pour votre première intervention télévisée en direct. Hier soir, Lech Walesa était notre invité. Il vient d'arriver à Paris avec Jacques Merlino qui l'accompagnait dans l'avion. Nous le verrons. Ce soir, nous vous entendrons, vous, bien sûr, et aussi le secrétaire général des Nations Unies, Xavier Pérez de Cuéllar, Alexandre Dubček à Prague, qui a accordé à Gilles Rabin son première interview. Parlons d'abord de votre pays, Monsieur Sakharov, et de ses souffrances. 100 000 morts ou disparus en Arménie soviétique. Le bilan n'est qu'approximatif. 2 jours après le tremblement de terre, c'est celui qu'a donné à Moscou le ministre soviétique de la Santé. Mikhail Gorbatchev, très tôt ce matin, dès son retour précipité de New York, a réuni ses conseillers pour faire le point. Il doit se rendre incessamment sur les lieux de la catastrophe. On n'a pas plus de précision pour l'instant. Sur place, au milieu des décombres et des sans-abri, dans le froid, sans eau ni électricité, les secours s'organisent avec l'aide internationale. Hervé Bozini. À présent, il faut lutter contre le temps qui lutte contre les survivants. La course contre la montre est donc engagée, la mobilisation est mondiale. Et la télévision soviétique rend hommage à toutes ces équipes de secours venues de l'étranger. Voici par exemple les unités françaises, celles qui ont quitté Istres hier soir. Interview de leur chef, Michel Fabret, et description détaillée de leurs 20 tonnes de matériel. Les 15 000 étudiants d'Erevan, eux aussi sont à la tâche, commente le reporter. Il faut acheminer les couvertures, les vivres, les médicaments, le sang. Les hôpitaux ne peuvent faire face. On fait ce qu'on peut, disent les jeunes, mais c'est dur. Là-bas, en effet, les grues, les bulldozers sont rares. Il est presque impossible d'accéder à la zone sinistrée. Privés pour l'instant des instruments nécessaires, les Arméniens repèrent, sauvent quelques victimes avec les moyens du bord. 2 villes, 2 cités, Leninakan et Spitak sont à présent comme de vastes cimetières et déjà la polémique commence. Les spécialistes soviétiques des tremblements de terre affirment que la catastrophe était prévisible, que les carences de l'administration ont été inacceptables. Déjà Perestroïka et Glasnost se sont emparés de ce séisme. Là-bas, la nuit, il fait -20. Eux ont décidé de rester. Aucune nouvelle de leurs parents. Ils attendent. Ils logent sous la tente. Les rares immeubles encore debout sont menacés par cette terre qui peut trembler à tout moment. Et cette nuit, un nouveau détachement de la sécurité civile composé de plus de 200 personnes doit s'envoler pour Erevan, rejoindre donc les 2 premiers bataillons qui sont partis la nuit dernière. Dès hier, Andrei Sakharov, vous lanciez un appel à l'aide internationale. Elle est sur place. L'Union soviétique, d'une certaine manière, découvre ainsi l'aide humanitaire. Pour vous, est-ce que c'est un signe de plus de la perestroïka de Mikhail Gorbatchev, cette ouverture ? Oui, je constate qu'on fait ce qu'on devait faire. Je craignais les obstacles. Cette catastrophe est épouvantable. C'est un grand malheur. Et effectivement, il y a un changement
dans nos activités. C'est excellent. Je suis convaincu que des spécialistes étrangers doivent être sur place et des volontaires qui puissent aider à ceux qui ont souffert et distribuer les produits alimentaires. Je suis vivement frappé par les images que je viens de voir. On comprend votre émotion, on la partage en France. Mikhail Gorbatchev doit se rendre sur place. Est-ce que pour vous, c'est un signe de plus aussi de cette personnalisation du pouvoir dans votre pays? Je considère qu'il fallait faire exactement cela et je suis heureux que cela soit fait. Alors, Monsieur Sakharov, à vous voir ici avec nous, on oublie presque qu'il y a 2 ans tout juste, vous étiez encore en exil à Gorky, que pendant 20 ans vous avez lutté contre le régime, grève de la faim à l'appui, qu'il y a 13 ans vous receviez le prix Nobel de la paix sans pouvoir sortir de l'Union soviétique. On l'oubliait aussi ce matin lors de cette extraordinaire conférence de presse que vous avez tenue avec d'autres à l'ambassade soviétique à Paris et à laquelle assistait Patricia Keust. Souvenez-vous, c'était il y a seulement 2 ans. Andreï Sakharov et Elena Bonner, sa femme, étaient exilés à Gorky. C'était, comme on le dit aujourd'hui à Moscou, l'époque de la stagnation. On volait alors des images du père de la bombache avec une caméra 8 mm. Aujourd'hui, le voici à Paris, reçu avec tous les honneurs dans la grande salle de conférence de l'ambassade d'Union soviétique pour une conférence de presse où on le laissera s'exprimer pendant plus d'1 heure et demie. Là, le scientifique, toujours aussi réservé que déterminé, reprendra son rôle de défenseur des droits de l'homme sans changer une virgule de ce qu'il disait avant son exil à Gorky, qui a duré 7 ans. Mais plus étonnant encore, l'ambassade du RSS à Paris avait invité à la même tribune, plus radical que Sakharov, l'écrivain Daniel Granin. En martelant ces mots, celui-ci a réclamé la restitution de leur citoyenneté soviétique à Solzhenitsyn, Rostropovitch, au danseur Baryshnikov, aux écrivains Signevski, Maximov, au metteur en scène Lyubimov et à des dizaines d'autres, fines fleurs de l'intelligentsia soviétique, expulsées ou exilées. Ce n'est pas un rêve. Voir ces personnalités, les entendre dans l'enceinte même de l'ambassade d'Union soviétique à Paris, c'était ce matin, le temps d'une conférence de presse, un raccourci saisissant de l'histoire moderne de l'Union soviétique. Mais il ne faut pas se tromper, Lénine est toujours présent, sauf qu'aujourd'hui, il y a un œillet rouge déposé sur son socle. De tels propos, Monsieur Sakharov, il faut le dire, vos compatriotes ne les entendent pas. La presse, la télévision chez vous n'en font pas état. Alors, votre présence ici, votre liberté d'expression, est-ce que c'est le signe d'un véritable progrès des droits de l'homme grâce à Mikhail Gorbatchev, ou est-ce que c'est d'une certaine manière le gage de votre récupération par le système? Je pense que ce voyage est pour moi, personnellement, un grand événement. C'est aussi un événement social, bien sûr. Mais il serait prématuré d'en tirer des conclusions générales. Au cours de ma conférence de presse, j'ai parlé de la perestroïka. J'ai dit qu'elle était indispensable, que c'est un processus sans lequel ni l'Ouest ni l'Est ne pourraient se développer. C'est pourquoi j'en ai appelé à un soutien international de la perestroïka. J'ai dit également que la perestroïka est un processus contradictoire. Il existe de grandes difficultés en matière d'économie, en matière de démocratisation. Tout ce qui se fait ne me plaît pas. Et nous avons donc tout à fait besoin de votre soutien. Alors justement, on vous a découvert, on vous a admiré en Occident, Monsieur Sakharov, comme dissident. Vous vous sentez toujours, par l'esprit, dissident? J'ai toujours défendu des positions constructives. Je suis un dissident en ce sens que je dis ce que je pense,
sans craindre les conséquences possibles qui pourraient en résulter. De même que mes amis qui ont souffert beaucoup plus que moi. C'est un langage très semblable à celui que nous entendions hier dans ce journal de la part de Lech Walesa. Lech Walesa qui nous disait qu'il allait vous rencontrer demain, qu'il s'en réjouissait et qu'il avait envie de parler avec vous d'une chose, de la déstalinisation. Et vous? Je considère que la perestroïka est une tentative de déstalinisation. Mais il y a un synonyme de ce terme, c'est un synonyme qui s'applique dans l'administration, et ce synonyme c'est la déstalinisation. Et par conséquent, il faut en parler sous tous les angles. Alors, Lech Walesa, précisément. Lech Walesa vient d'arriver à Paris. Il participera lui aussi demain, avec vous, autour du président Mitterrand, qui vous recevra tous les deux. Il participera donc aux cérémonies d'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il est accompagné de son ami Guérémec. Jacques Merlino et Marcel Martin ont fait le voyage avec eux. Lech Walesa et Bronislaw Guérémec avaient l'air détendus et souriants lorsqu'ils sont montés cet après-midi dans l'avion Varsovie-Paris. C'est que Guérémec, historien plusieurs fois emprisonné, avait lui aussi obtenu son visa, et cela malgré l'opposition décidée du gouvernement polonais. Coup d'œil de Walesa dans la cabine de pilotage, mais l'équipage feint de l'ignorer et hésite sur l'attitude adoptée devant ce passager peu ordinaire. Lorsque nous lui demandons s'il ne craint pas cette fois de ne pouvoir retourner en Pologne, il nous répond par une boutade. Ja zapomniałem wtedy, że jestem gotów na spadochronie wrócić. Oui, il y a toujours une possibilité de retourner en parachute. Et alors là, j'y pense. Oczywiście żartuję. Mais je plaisante. Chcę powiedzieć, że mam straszną tremę. J'ai un trac terrible avant d'y aller. Jednak przyjeżdżam z tej drugiej Europy. Je viens de cette autre Europe, do innej Europy. à une Europe tout à fait différente. I także trema moja jest uzasadniona. Le trac est bien raisonnable, bien justifié. Dlatego wybaczcie mi, nie gaście telewizorów. Mam nadzieję, że szybko panuje trema. J'espère que quand même vous n'allez pas éteindre vos postes de télévision et vous allez rester un instant avec moi. La preuve est faite, Lech Walesa semble bien avoir ajouté l'humour à sa panoplie de militants syndicalistes et de prix Nobel de la paix. Ouverture à l'Est, les droits de l'homme à l'honneur aussi aujourd'hui à Prague. Le président Mitterrand, en visite officielle en Tchécoslovaquie, a rencontré ce matin 8 opposants au régime. Et Alexandre Dubček, l'homme du printemps de Prague il y a 20 ans, a parlé à Gilles Rabin. À 800 mètres à peine de l'université Roménus de Bratislava, la maison d'Alexandre Dubček. L'inventeur du socialisme à visage humain, déposé par les Russes et devenu jardinier, l'homme du printemps de Prague. La perestroïka, c'est exactement nos grandes idées de 68. Ici, à l'époque, ces idées étaient qualifiées d'antisocialistes. Alors n'attendez pas des dirigeants tchèques qu'ils appliquent aujourd'hui des idées qu'ils ont condamnées il y a 20 ans. Quelle est votre situation aujourd'hui, monsieur Dubček? Comment je vais? Je ne peux pas sortir, je ne peux pas aller en ville sans que la police me suive partout. Elle est là, tout autour, la police en civil. Regardez, depuis lundi, j'ai relevé les numéros des voitures de police tout autour de ma maison. Ils sont là, en civil. Là, là, là. J'ai déjà connu une surveillance policière comme celle-ci, sous le fascisme. C'est une tragédie. Vous auriez aimé aller à Paris comme Andrei Sakharov et Lech Walesa? Je ne peux même pas aller en ville. Comment voulez-vous que j'aille à Paris? Surtout pour parler des droits de l'homme.
Donnez mon salut à Sakharov et à Valéza, et au président de la République française. Monsieur Sakharov, quelle réaction? Je dois dire que le printemps de Prague a pour moi été un stimulant extraordinaire et j'ai regardé Dubček avec émotion. Je vois qu'il est à peu près dans la même situation que moi à Gorky. Et si vous me permettez de dire encore 2 mots, je voudrais répéter ce que j'ai dit au cours de la conférence de presse. J'ai adressé un appel à l'opinion publique française pour qu'elle contribue à ce qu'il n'y ait plus de terrorisme contre les Kurdes en Irak. Il en va de la conscience de l'humanité qui ne peut pas souffrir cela. Les Français ont certainement des liens très étroits avec l'Irak et peuvent faire quelque chose. Oui, c'est un message sûrement qui sera entendu par le ministre français des Affaires étrangères, Roland Dumas, qui doit se rendre le week-end prochain en Irak. Monsieur Sakharov, merci. Je sais que vous êtes pressé d'aller à Roissy chercher votre épouse, Madame Elena Bonner, qui arrive tout à l'heure de Moscou. Merci d'avoir été avec nous. Les droits de l'homme, encore un mot, si vous le voulez bien. N'oublions pas le grand absent des cérémonies de demain, Nelson Mandela, qui vit désormais en résidence surveillée près du Cap, en Afrique du Sud. À l'appel du Parti communiste, une manifestation a lieu en ce moment même à Paris, près de la Tour Eiffel. Pour la première fois depuis 6 ans, depuis l'invasion du Liban, l'armée israélienne a mené ce matin tôt une opération de grande envergure au sud de Beyrouth. Une opération aérienne, vous le voyez, héliportée, navale et terrestre contre des bases palestiniennes et druzes qui ont reçu l'appui de l'armée syrienne. Bilan des combats, une vingtaine de morts, dont un officier israélien, des dizaines de blessés. L'opération est un succès, affirme cependant l'état-major israélien qui a démenti toute participation syrienne au combat. Le secrétaire d'État américain Schultz s'est déclaré surpris par cette opération. Mission accomplie pour le général Chrétien. Il a évolué dans l'espace avec son collègue soviétique Alexandre Volkov pendant plus de 6 heures cet après-midi. Un record absolu. Les manœuvres se sont bien passées malgré un sérieux retard. Patrick Esther. Jean-Loup Chrétien, dis-moi, tu veux bien retirer tes pieds là sur le câble? Et toi, Sacha, ça marche pour toi? Karacho, ça va. Mais quand même, heureusement qu'on était là hein, pour faire le boulot. Hein. À l'intérieur de la station Mir, Krigalev demande pourquoi lui n'a pas aussi le droit de sortir faire son petit tour. Une conversation gaie, détendue, banale, si elle ne se déroulait quelque part dans la banlieue de la Terre, plus ou moins à la verticale du Kamtchatka. L'instant est historique. Jean-Loup Chrétien en scaphandre plane dans le vide cosmique. Après l'URSS et les États-Unis, la France devient le 3e pays à avoir accompli pareille opération. Avec Alexandre Volkov, Jean-Loup Chrétien doit placer une structure d'antenne à l'extérieur de la station Mir. Au début, le mécanisme composé de milliers de ressorts coince un peu. Les 2 cosmonautes se protègent derrière la caméra pour éviter d'être frappés par le déploiement brutal de la structure. Mais rien ne se passe. Alors, fort de son expérience, Alexandre Volkov donne un coup de tournevis, suivi de 2 coups de pied dans l'antenne, et tout se déploie parfaitement. Exactement comme à l'entraînement, lors de vols d'essai d'Airbus simulant les conditions d'impesanteur. À 17 h, tout le monde pouvait rentrer à la maison, à bord de la station Mir, et comme les 6 heures passées dans le vide ont bien plu à tous, on envisage maintenant de ressortir lundi prochain. Oui, mais à Paris et à Marseille, il reste bien difficile de circuler. Pas vraiment d'amélioration en vue dans les transports en commun. Emmanuel Vanier. Très peu d'amélioration en fait aujourd'hui dans les transports parisiens. 3 lignes de métro fermées, Porte d'Orléans, Porte de Clignancourt et surtout Château de Vincennes-Neuilly et Châtelet-Mère et des Lilas qui seront fermées tout le week-end. Toutes les autres lignes resteront fortement perturbées.
Des perturbations qui provoquent la colère des usagers, quelques échauffourées, quelques accidents dans les bousculades. Plusieurs personnes sont tombées sur les voies. Dans le RER, service minimum ce soir, fermeture des lignes A et B ce week-end, amélioration prévue lundi. Une bonne nouvelle malgré tout, les bus fonctionnent plutôt bien, aucune perturbation ce week-end à la SNCF. En province, toujours la grève d'1 heure par jour dans les transports marseillais et grève aussi dans plusieurs centres de tri. Ajaccio, Bastia, Marseille et Pau sont totalement bloqués, aucune solution en vue. En revanche, Chartres a repris le travail hier soir après 3 semaines de grève. Réaction syndicale au projet Rocard de rééquilibrage du calendrier scolaire avec des examens en juillet. Le syndicat des instituteurs est favorable, le syndicat des lycées et des collèges reste sur sa faim en ce qui concerne la revalorisation des salaires. Même clivage dans les fédérations de parents d'élèves, la FCPE est satisfaite, la PEP, plus à droite, regrette que ces mesures ne s'intègrent pas dans un plan d'ensemble. Adoption à l'Assemblée nationale du collectif budgétaire grâce à l'abstention des communistes. Ce soir, les députés doivent se prononcer sur la motion de censure déposée par le RPR. L'UDF et les centristes, à l'exception de Raymond Barre, devraient la voter, mais pas le Parti communiste. Le gouvernement ne sera donc pas renversé. Chantal Nobel rompt son silence. Elle n'était pas présente hier à Nevers au procès de Sacha Distel, accusé d'être responsable de ses blessures dans cet accident de voiture en 85. Mais en marge du procès, c'est en fait une affaire de famille qui éclatait. Selon ses proches, et pour son argent, elle serait en fait l'otage de son mari. Agnès Poirier, Rémi Roche. La mère et le frère de Chantal Nobel et leur avocat tous présents hier au tribunal de Nevers dans l'espoir de retrouver leur fille qui ne viendra pas et qu'ils n'ont plus revue depuis 3 ans. Ils s'interrogent sur cette absence, voire ils accusent. Hier, nous avons appris pour la première fois qu'elle était atteinte d'une incapacité de 80%. C'est considérable. Et c'est de nature à nous faire penser qu'elle ne dispose pas de tout son libre arbitre, qu'elle ne prend pas toutes ses décisions elle-même. Question: Chantal Nobel est-elle séquestrée par son mari qui en voudrait à son argent? Réponse de l'intéressée qui, pour la première fois depuis son accident, accepte de parler même si elle ne souhaite pas pour l'instant être filmée. Je suis absolument pas séquestrée du tout. Pas séquestrée du tout. Je suis ici complètement chez moi, avec mon mari que j'adore, avec mes enfants que j'adore, et je suis très heureuse. Non, simplement, je suis fâchée avec ma mère, mon beau-père et mon frère. Ce sont des événements graves que ma mère a fait, et puis ça, je ne peux pas lui pardonner. Est-ce vous-même qui avez souhaité le procès avec Sacha Distel? Oui. On n'est pas au mieux, mais enfin, entre le mieux et des désirs de vengeance, il n'y a ni l'un ni l'autre. Chantal Nobel, vous ne souhaitez pas pour l'instant la présence de caméra. Pourquoi? Eh bien parce que j'attends d'être complètement en forme. Si vous voulez, je vais faire ma rentrée début janvier parce que je sens que début janvier, je pourrais faire ma rentrée sans canne. Nouvelle inculpation dans l'affaire Canson, cette affaire compliquée de détournement, d'héritage et de tableaux. Une avocate marseillaise, collaboratrice de Maître Lombard jusqu'à l'année dernière, a été inculpée et laissée en liberté. Michel Perrault. L'avocate marseillaise Marie-France Pestel-Debord tente d'échapper à la presse. Le juge Bernard, chargé de l'affaire de captation de l'héritage Canson, vient tout juste de l'inculper de complicité de vol de tableaux et faux en écriture. La seule chose qui soit certaine, c'est qu'elle n'était pas l'avocate de Mme Penel et qu'elle n'était que la collaboratrice de l'avocat de Mme Penel. Je tiens à le dire. C'est dès début 85 que Joël Penel s'était adressé au cabinet Lombard pour la vente de plusieurs tableaux. Composé essentiellement d'une fabuleuse collection de toiles de maître, estimée à plus de 300 millions de francs, le patrimoine de Suzanne de Canson était bien tentant. Joël Penel, une ex-tenancière de bar, et Robert Boissonnet, un avocat toulonnais, étaient bien décidés à s'en emparer par tous les moyens, notamment des faux testaments. Pour égarer les soupçons, les deux complices avaient pris soin de s'entourer d'une pléiade d'hommes de loi français et suisses, véritables paravents d'honorabilité. Étaient-ils peu ou prou au courant de l'embrouille montée par Penel et Boissonnet? C'est ce que le juge Bernard tente aujourd'hui d'établir. Chacun d'entre eux semble n'avoir rien vu, rien entendu, ou évoque le secret professionnel, bien utile en l'occurrence. Maître Lombard déclare que le problème de la propriété des tableaux ne lui a jamais été soumis, dans la mesure où il se référait à un acte établi par un notaire de Genève. Celui-ci, maître Didier Tornard, nous affirme s'en être tenu à un simple rôle de déclarant fiscal. À aucun moment, il semble ne s'être préoccupé de l'authenticité des testaments que la prétendue héritière lui avait soumis.
Quant à Maître Monfrini, l'un des avocats suisses de Joël Penel, il invoque le sacro-saint secret professionnel. Le juge Bernard, quant à lui, poursuit avec succès ses investigations en Suisse qui lui ont permis de retrouver 4 toiles sur la douzaine disparues. La dernière, un pastel de Quentin de la Tour, a été retrouvé chez un avocat genevois, collectionneur, qui déclare l'avoir acheté en toute bonne foi à Joël Penel. Je décide de l'acheter, on convient du prix et le lendemain je entre en possession et je paye le pastel. Vous demandez le prix que vous avez payé? Oui, tout à fait. Absolument. Pourquoi écoutez, parce que Bien qu'il refuse de le confirmer, il semble bien que Maître Weber-Kalflich soit devenu par la suite l'un des nombreux avocats de Madame Penel. Restent les circonstances, encore non élucidées, de la mort dans cette maison de Toulon de la victime de la machination, Madame de Canson, dont le corps avait été incinéré aussitôt après le décès. Mouvement dans la presse, Robert Hersan rachète Jour de France au groupe Havas et à la CLT. Un nouveau titre donc pour le groupe Hersan. Grâce à Andrei Sakharov, ce journal s'est ouvert sous l'égide des droits de l'homme. Et avant de le conclure, rendons hommage aussi aux forces des Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU recevra demain matin en leur nom à Oslo le prix Nobel de la paix. Quel sens accorde-t-il à cette récompense? J'ai posé la question ce matin à Xavier Pérez de Cuéllar. Ça a été, j'aurais dit, une année de récolte. Nous avons travaillé plus ou moins silencieusement le long des années pour obtenir des résultats que, heureusement, sont, je dois dire, tous arrivés presque en même temps. Alors donc, nous avons les mains pleines et nous avons d'autres tâches qui ne sont pas politiques. Par exemple, nous nous sommes penchés depuis de longues années, il y a 40 ans, sur la question des droits de l'homme. Et je crois que nous avons fait un progrès considérable, dans ce sens que on sait que les hommes ont des droits qui doivent être respectés par leur gouvernement. Maintenant, à mon avis, la tâche, c'est d'apprendre à chaque individu qu'il a des droits qui doivent être respectés par leur gouvernement. Parce qu'en général, enfin, les accords sont des accords avec le gouvernement. Et nous le savons tous qu'il y a des gouvernements qui oublient facilement leur signature. Alors donc, n'est-ce pas, cet appel aura, je l'espère, une énorme répercussion dans l'opinion publique du monde entier. Et le secrétaire général des Nations Unies sera de retour demain après-midi à Paris pour prendre part aux cérémonies du 40e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cette déclaration, c'est un texte que l'on invoque souvent, qu'on ne lit jamais et que l'on applique trop peu. À notre tableau d'honneur de la semaine, comme chaque vendredi, un peintre qui est aussi un poète et qui, à la demande de la section belge d'Amnesty International, a illustré ce texte. Bernard Fixot, l'éditeur, a eu la bonne idée de le publier. On le trouve aussi dans la collection Folio de Gallimard, avec vos illustrations. Jean-Michel Felon, bonsoir. Pourquoi avez-vous bénévolement accepté ce travail à partir d'un texte aussi abstrait ? Je me le demande vraiment parce qu'en fait, je vais vous dire, moi je n'avais pas lu non plus, parce que vous dites très justement, tout le monde en parle, personne ne le lit, je n'avais pas lu non plus. Et Amnesty en Belgique m'a donné ce petit papier que j'ai mis dans ma poche en me disant, on a pensé à vous, vous avez fait beaucoup d'affiches pour nous, est-ce que vous ne pourriez pas en faire quelque chose de ce texte? Et 2 jours plus tard, j'ai dans ma poche et je tombe sur les droits de l'homme qui étaient dans ma poche. Et j'ai lu ce texte et je me suis dit, c'était tellement éprouvant parce que j'étais d'accord avec tout, je me suis dit, ce texte est inillustrable, on ne peut pas illustrer un texte quand on est d'accord à peu près avec tout ce qu'on lit. Alors, justement, Jean-Michel, article 1er, tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. On va voir comment vous l'avez illustré. Mais vous avez vu qu'il y avait un fossé entre ces 2 enfants, un noir et un jaune, et puis ici c'était des pendus qui regardent passer la colombe de la paix avec le rameau d'olivier. Ce sont des pendus jaunes, noirs et blancs, qui en fait sont égaux dans la douleur, parce que c'est évident que ce texte, comme vous le voyez là, avec des fils de fer barbelés, c'est un texte impossible pour quelqu'un qui généralement illustre la poésie, parce que j'ai illustré des poèmes de Prévert, enfin tout l'œuvre de Prévert en 7 volumes, j'ai illustré Apollinaire, j'ai illustré Boris Vian, et tout d'un coup, vous savez, illustrer la poésie, c'est très facile, parce que tout ce que vous lisez, ce sont des mots qui ouvrent l'imaginaire. Et vous lisez les droits de l'homme, c'est des choses ce sont des portes qui se ferment dans votre tête, parce que ce sont que des choses tellement malheureuses et tellement horribles que
l'imaginaire ne vient pas. Et finalement, ce que j'ai fait, c'est que si vous lisez les droits de l'homme, il faut lire cette petite Bible d'aujourd'hui, parce que c'est une sorte de mesure d'hygiène mentale, en fait, que tout le monde devrait le lire dans les écoles. Alors, justement, vous auriez envie de l'adresser aux enfants ou plutôt aux dictateurs? Mais écoutez, je vais vous dire une chose, vous avez tout à fait raison, on devrait l'apprendre à l'école, mais c'est vrai que s'il y avait un service de presse bien fait, je devrais l'envoyer à Jaruzelski, à Botta, la liste serait longue, à Khomeini, et je devrais leur dire simplement, je vous envoie ce livre, parce que j'ai pensé à vous en le faisant, parce que c'est en général ce qu'on écrit quand on fait des dédicaces. Et ce livre, Jean-Michel Felon, j'ai eu le plaisir en votre nom de l'offrir tout à l'heure à André Sakharov, qui m'a dit que ça lui rappellerait Paris. Jean-Michel Felon, merci. La Déclaration universelle des droits de l'homme, donc aux éditions Fixo, et aussi dans la collection Folio. Et demain, si vous achetez le journal Libération, vous recevrez ce petit livre en même temps que votre journal, et le bénéfice des ventes iront intégralement à Amnesty International. Rapidement encore, parce qu'un grand film vous attend, les pronostics de Pierrette Bresse pour le tiercé et le quartet plus demain à Enghien pour le prix de la Fondation pour la recherche médicale. Décidément, le fruit de tiercé ira donc à cette fondation. Le 16, le 17, le 12, le 10, le 7, le 5, le 4 et le 3. Voilà, dans un instant, Laurent Cabrol pour Le Temps, notre dernier journal avec Henri Sagnier vers 23 h. Je vous souhaite un excellent week-end. À lundi.